Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, ici Mathilde Mélin, journaliste pour Slide.fr. Je vous souhaite la bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Au moment où sort cet épisode, les citoyens des 27 pays membres de l'Union européenne sont appelés aux urnes pour élire les députés qui siégeront au Parlement pendant les 5 prochaines années. Et si dans chaque pays on va voter pour la liste d'un parti national, une fois élus, les députés siégeront au sein de groupes politiques pan-européens. Par exemple, les députés issus de la liste du Rassemblement national voteront en bloc avec leurs alliés du groupe Identité et Démocratie. Ceux de la France Insoumise travailleront avec le reste du groupe de la gauche et ceux élus sous l'étiquette Renaissance rejoindront Renew, le parti démocrate libéral qui a fait pas mal la pluie et le beau temps pendant la législature qui s'achève. Si vous n'y connaissez pas grand-chose au fonctionnement du Parlement européen ni au jeu de pouvoir qui s'y déroule, je vous conseille d'écouter un documentaire sorti récemment qui s'appelle Le Compromis. Pendant 2 ans, le journaliste Yann Olivier a suivi l'élaboration d'une loi sur le devoir de vigilance des entreprises. Alors pour faire simple, c'est une loi qui vise à obliger les entreprises européennes à répondre des conditions de travail de leurs sous-traitants, en particulier dans le domaine de l'habillement et du textile. Pendant 2 ans donc, Yann Olivier a suivi Lara Wolters, une élue néerlandaise de gauche, rapportrice de la loi. Il explique sa mission dans le 2e épisode du podcast Le Compromis. Elle doit discuter chaque formulation du texte, définir quels seront les secteurs et quelles seront les entreprises qui entreront dans le champ de la loi. Faudra-t-il imposer des sanctions ? Et si oui, sur quelle base seront-elles calculées ? Le téléphone n'arrête pas de sonner. Tout le monde veut la voir pour lui expliquer son point de vue. Des représentants des banques, du textile, du secteur de l'extraction minière, et toute une ribambelle d'ONG en face qui réclament une loi avec des dents, c'est-à-dire un texte qui change réellement la donne et qui ne soit pas de la poudre aux yeux. Pour les entreprises, cela pourrait vouloir dire rendre des comptes, rédiger des bilans qui incluent la liste des mesures prises pour s'assurer que leurs sous-traitants respectent bien toutes les obligations. Cela voudrait dire également engager leurs responsabilités civiles en cas de poursuite, ou rendre publique leur pyramide de sous-traitants et leur chemin d'approvisionnement en matières premières. Selon que telle ou telle mesure entre ou pas dans la loi, elle sera plus ou moins efficace. D'où l'inquiétude des principales intéressées, les grandes entreprises multinationales. Mon pire cauchemar serait que tout ça ne devienne que du papier mâché, que cela ne change rien et que cela reste comme une opportunité manquée. Ces discussions, ces négociations entre parties, influencées par des intérêts différents et par des lobbies plus ou moins puissants, on les suit pendant les 5 épisodes que dure ce podcast, produit par l'agence France Presse et adapté d'un documentaire télé tout aussi intéressant et diffusé sur Arte. À part la série de fiction Parlement, que je vous recommande d'ailleurs, elle est excellente, je n'avais jamais rien vu ou écouté qui explique aussi bien les rouages de l'institution européenne. J'ai invité Yann Olivier à ce micro pour comprendre sa démarche et pour savoir comment il avait travaillé parallèlement à la production d'un documentaire télé et à la production d'un documentaire audio. Bonjour Yann Olivier. Bonjour Mathilde Mélin. Vous êtes à la tête de la cellule documentaire de Fact Story, la branche de production audiovisuelle de l'agence France Presse. Comment avez-vous eu l'idée de filmer le parcours d'une loi au cœur des institutions européennes ? Est-ce que c'est un sujet que vous suivez particulièrement d'habitude ? Alors oui, moi j'ai un parcours un peu particulier. J'étais donc journaliste texte à AFP pendant une 20aine d'années. Depuis 2005, j'ai été amené à couvrir les affaires européennes, donc je connais pas mal les affaires européennes. Et donc, quand on assiste en tant qu'agencier au vote d'une loi, on peut être vraiment passionné. Mais les confrères et les consoeurs le sont un peu moins parce que c'est très obscur et abscon. Et eux, ils attendent le résultat du vote. Et donc, moi, j'avais envie, en fait, en faisant un documentaire sur le parcours d'une loi, de montrer que une loi, ça pouvait être quelque chose plein de suspense, avec des émotions, qui est fait par des êtres humains et non pas par des machines, non pas par des personnes qui sont hors sol, mais des gens qui vivent vraiment comme vous et moi. Et donc, c'était ça l'ambition de ce film.
Parce que la particularité d'un agencier, c'est que vous écrivez pas uniquement pour un média. Tous les médias qui sont abonnés à l'AFP peuvent reprendre ce que vous faites. Est-ce que vous aviez aussi cette approche de pouvoir parler à tout le monde, peu importe leur bord politique par exemple, avec ce film et ce podcast documentaire ? Oui, alors quand j'ai décidé de couvrir cette loi, on a voulu s'intéresser à tous les acteurs politiques de cette loi. Dans l'idéal, on se serait même intéressé à toutes les institutions impliquées dans cette loi, c'est-à-dire le Conseil de l'Union européenne, la Commission, donc pas uniquement le Parlement. En tout cas, on a contacté toutes ces institutions et tous ces différents partis politiques. Ensuite, on a eu des accès qui étaient un peu différents selon l'interlocuteur. Donc au Conseil, c'était très compliqué parce que ce sont des diplomates qui négocient, des ambassadeurs qui n'ont pas forcément le droit de parler. Au Parlement, c'était un peu plus facile. Ce sont des politiques qui parlent en leur nom. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est orienté sur le Parlement. Et voilà, le film est aussi un peu le reflet des accès qu'on a eus. C'est-à-dire que la rapportrice principale de la loi, évidemment, était très favorable à notre documentaire. D'autres parties ont été un peu plus difficiles à convaincre. Du coup, le documentaire leur consacre une place un peu moindre par la force des choses, en fait, parce qu'on avait plus de biscuits de certains partis que d'autres. Est-ce que vous saviez dès le début que vous alliez en faire un film et un podcast ? Ou est-ce que le podcast est arrivé après ? L'idée du podcast est arrivée après, et en même temps, elle est arrivée un peu comme une évidence à la faveur de la loi, parce que bon, le podcast est un moyen beaucoup plus souple de raconter des histoires. Tourner un film, c'est quelque chose de très contraignant, c'est quelque chose qui nécessite beaucoup d'argent aussi. Et donc, comme vous n'étiez pas sûr de pouvoir livrer le film à temps, vous vous êtes dit, on va quand même utiliser cette histoire et ces rushs pour en faire un podcast ? Non, c'est plus compliqué que ça. On a réussi finalement à faire ce film, mais il y a des choses dans le film qu'on raconte avec beaucoup plus de détails que d'autres, par la force des choses, parce qu'on avait déjà filmé énormément de choses, et ensuite, l'histoire tenait très bien, et d'un point de vue narratif, de film documentaire, ça fonctionnait, mais on a fait beaucoup d'ellipses. Et ce sont un peu ces ellipses que j'ai eu envie de raconter dans le podcast. Voilà, et aussi profiter de la possibilité d'expérimenter une autre forme de narration. Comment vous avez choisi la loi que vous alliez suivre ? Il y avait évidemment une question de calendrier. Vous vouliez quelque chose qui allait être voté pendant cette législature, avant les élections européennes. Mais est-ce que le thème de la loi, le sujet de la loi ou la rapportrice que vous avez suivie ont pesé aussi dans la balance ? Quand j'ai voulu faire ce film sur le parcours d'une loi, j'ai commencé à regarder un peu quelles étaient les lois dans les tuyaux de la machine à légiférer européenne. J'en ai trouvé plusieurs. Je voulais évidemment une loi qui ait de l'impact. Ça, c'était la première condition. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait plusieurs lois qui entraient en ligne de compte. Et ensuite, j'ai regardé le calendrier, évidemment. Donc, elle était censée être adoptée vers décembre 2023, donc c'était pas mal. Et ensuite, j'ai commencé à rencontrer les différents acteurs de cette loi. Et parmi les différents acteurs de ces lois, donc la rapportrice de la loi sur le devoir de vigilance, Lara Wolters, d'abord, elle a tout de suite été enthousiasmée par l'idée du projet et était tout de suite d'accord pour se laisser filmer. Et ensuite, j'ai vu que c'était quelqu'un qui avait un certain charisme. Et ensuite, j'ai regardé les autres personnes avec lesquelles elle négociait cette loi, donc les rapporteurs fictifs, les shadow rapporteurs, comme on dit en anglais. Et il y avait toute une brochette de rapporteurs fictifs très intéressants sur cette loi sur le devoir de vigilance qui donnait tous les ingrédients pour une histoire telle que je voulais la raconter, c'est-à-dire une histoire en fait très humaine. J'aimerais qu'on écoute un extrait de l'épisode 2. À ce stade, peut-être quelques rappels pour bien comprendre la suite de notre histoire. L'Union européenne repose sur 3 grands piliers. Le Parlement, où nous sommes actuellement avec Lara Wolters, la Commission européenne, que je viens de mentionner, et le Conseil de l'Union européenne, où siègent les 27 gouvernements des 27 États membres de l'UE, c'est-à-dire les ministres de la justice, de l'environnement, de l'intérieur, de l'agriculture, etc., selon le sujet qui est abordé. La Commission rédige les projets de loi. Ensuite, ces projets sont envoyés au Parlement pour y être examinés par des rapporteurs, comme Lara Wolters. Mais le Parlement doit aussi tomber d'accord avec le Conseil des ministres dont je vous ai parlé tout à l'heure. Imaginez la complexité. C'est comme un immense billard à 3 bandes. Et donc, ce n'est qu'une fois que le Parlement tombe d'accord avec le Conseil, sous la médiation de la Commission, qu'une loi peut être définitivement adoptée.
Tout ça, c'est très complexe et c'est un peu ce que vous nous faites découvrir aussi dans ce documentaire. Pourquoi est-ce qu'il y a encore besoin aujourd'hui de faire de la pédagogie comme ça, de rappeler comment fonctionnent les institutions européennes dans un documentaire ? Parce que personne ne le sait. Quand j'en parle autour de moi, à des gens même qui sont des collègues journalistes, il y a une méconnaissance vraiment crasse du fonctionnement des institutions européennes. Alors bon, ça peut paraître un peu rébarbatif à première vue comme ça, mais ensuite ça a des implications très intéressantes. Et en fait, ce que j'ai trouvé, alors ça c'est un peu la chance de ce documentaire, c'est qu'on est tombé sur une loi qui a eu un parcours absolument exemplaire en termes de fonctionnement démocratique des institutions européennes. C'est-à-dire que vous avez des élus, élus directement par le peuple, qui ont négocié une loi, qui ont fait valoir toutes sortes d'intérêts, qui ont pesé le pour et le contre, qui ont trouvé un texte qui leur satisfaisait. Et à la fin, d'autres élus, des élus nationaux, ont commencé à s'en mêler et à tout changer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment s'est passé le parcours de ce documentaire ? C'est-à-dire que vous en avez eu l'idée. À qui l'avez-vous proposé ? À qui l'avez-vous pitché ? On a eu un rendez-vous chez Netflix. On a passé 45 minutes à leur expliquer le projet. Eux étaient très curieux d'entendre pourquoi et enfin qu'est-ce qui faisait qu'on pensait que ça pouvait être un bon documentaire Netflix. Et on l'a pensé parce que c'est un documentaire qui est porté par des personnalités très fortes, très humaines finalement, à qui on peut s'attacher et où on n'a pas besoin de comprendre la technique des lois pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Et donc, on a essayé de le pitcher comme ça à Netflix. Et la réponse a été que finalement, les personnalités qui portaient le film n'étaient pas assez connues et que donc, voilà, finalement, ça ne serait pas un documentaire chez Netflix. Et donc, voilà, on l'a pitché à Arte. Et là, ça a été tout de suite un coup de cœur. Donc, une fois que Arte vous dit oui, quelles sont les étapes suivantes ? Vous contactez Lara Wolters ou vous étiez déjà en contact avec elle avant ? Non, j'étais déjà en contact avec Lara Wolters. On avait conçu le projet de film en s'assurant du concours des différents protagonistes, tout en les prévenant, en leur disant, voilà, nous, on croit qu'il y a un film, mais on ne sait pas si on arrivera à le financer, et donc on va faire quelques tournages conservatoires, et ensuite, on espère pouvoir continuer avec vous. Cette aventure législative a duré 2 ans. Comment se sont organisés les tournages ? Concrètement, est-ce que vous y alliez à un rythme régulier ou quand la rapportrice vous signalait des rendez-vous ou des réunions de travail importantes ? Non, alors il a fallu aller beaucoup à la pêche aux informations parce que eux-mêmes sont pris dans le cours des négociations et ne pensent pas forcément à nous prévenir. Donc j'ai épluché les ordres du jour. Heureusement, j'avais aussi tout un réseau de sources au Parlement européen et dans les différents partis. Et ça a été très utile de pouvoir comparer les différentes sources et savoir effectivement que tel jour, il y aurait une réunion assez intéressante avec une audition de lobbyistes sur le secteur textile, ou tel autre jour, allaient commencer les négociations au finish. Voilà, ensuite, évidemment, on allait tout confirmer auprès de la rapportrice, qui nous a aussi beaucoup aidé quand même, il faut le dire. Vous avez passé 2 ans auprès de Lara Wolters qui construisait cette loi. Comment on fait pour rester neutre, pour ne pas s'attacher à son personnage et au combat que cette femme porte, et pour délivrer un message journalistique sur le contenu de cette loi ? Le pari de ce film, c'était de fonctionner avec l'émotion. C'était de montrer que les gens qui travaillent sur cette loi vivent des émotions et les transmettre aux spectateurs. Mais évidemment, on a gardé cette neutralité d'abord dans tout le travail d'enquête journalistique autour du film, c'est-à-dire que ce que me disait Lara Wolters, je ne le prenais pas pour argent comptant, j'allais le vérifier. Et j'ai eu une relation très fructueuse aussi avec les gens de Renew, avec les gens du PPE, avec qui j'essayais de vérifier des informations. On était dans une situation un peu compliquée parce qu'on ne pouvait pas non plus, comme on fonctionnait aussi sur la confiance, et qu'on avait promis à nos différents protagonistes de ne rien dire de ce qu'ils nous avaient dit avant la fin des négociations, de ne rien publier. Parfois, on avait des informations de certains protagonistes qu'on n'allait pas pouvoir dire aux autres protagonistes. Mais en même temps, on le savait, donc on savait comment poser nos questions.
Le documentaire existe donc sous 2 formes, un film et un podcast. J'ai regardé le film et j'ai écouté le podcast et j'ai remarqué que vous n'aviez pas du tout la même structure narrative, notamment la structure du début. Le film commence directement sur le début des négociations, là où dans le podcast, vous nous amenez 10 ans en arrière et on commence avec la tragédie du Rana Plaza, cet immeuble qui s'est effondré au Bangladesh et qui a sûrement été une des sources, une des idées derrière cette loi. Pourquoi avoir choisi de parler du Rana Plaza dans le podcast et pas dans le film ? Parce qu'on n'est pas sur le même type de narration. Dans le film, on est avec les négociatrices et on suit leur parcours à elles. Et à travers elles, bien sûr, le parcours de la loi. Dans le podcast, j'avais envie de prendre un peu de recul, de raconter les choses que j'ai pas pu raconter dans le film, parce que quand vous faites un film, il fait 90 minutes, il y a des contraintes narratives, il faut pouvoir présenter les différents personnages. Enfin, vous me direz, dans un podcast aussi, vous avez des contraintes narratives, mais le podcast était pour moi l'occasion justement de faire un peu ce travail de recul par rapport à ce que j'ai pas pu raconter, par rapport à mes frustrations du film aussi. L'idée, c'était d'apporter un complément par rapport au film. C'est-à-dire qu'il est intéressant, je pense, enfin vous me le confirmerez, d'écouter les deux, de regarder le film et d'écouter le podcast, parce que certains éléments du podcast permettent de mieux comprendre le film. Donc l'idée, c'est d'apporter vraiment un complément plus qu'une simple adaptation. Ce que j'ai beaucoup aimé dans votre podcast, c'est la façon que vous avez de dresser des petits portraits de vos personnages qui sont en fait des prétextes pour expliquer quelque chose à propos de la machine européenne. Je vous propose qu'on écoute un extrait de l'épisode 3 où vous présentez l'un des antagonistes de vos personnages principaux. Celui à qui tout le monde pense mais que personne ne cite nommément, c'est l'Allemand Axel Voss. Comme Heidi Hautala et Manon Aubry qui négocient la loi au nom des Verts et de la gauche, c'est lui qui négocie la loi au nom de son parti, le PPE. C'est un grand sexagénaire, crâne dégarni, fines lunettes, qui semble connaître tout le monde quand il attend l'ascenseur. Toujours souriant, toujours une bonne blague ou un sachet de bonbons Haribo pour détendre l'atmosphère. Est-ce que vous connaissez la signification du nom Haribo ? C'est l'abréviation de Harald Riegel Bonn, du nom du fondateur de la multinationale du nounours en gélatine. Elle a son siège historique à Bonn. Et Bonn, c'est une ville qui est au cœur de la circonscription d'Axel Voss. Il en connaît tous les acteurs économiques, des petits aux grands. Haribo, c'est un de ces exemples réussis d'entreprises familiales au rayonnement international. La colonne vertébrale de l'économie allemande, le Mittelstand, les moyennes entreprises. Et sur ce projet de directive qui doit leur imposer un devoir de vigilance, elles ont trouvé leur avocat. Écoutons-le. Les petites et moyennes entreprises ne sont pas prêtes. Pour remplir leurs obligations, elles ont besoin de main-d'œuvre supplémentaire, de temps, alors que la seule chose qu'elles veulent, c'est pouvoir fabriquer leurs produits. Ça, par exemple, cet exemple des bonbons Haribo pour présenter Axel Voss, c'est quelque chose qui n'est pas dans le film, qui est uniquement dans le podcast. Pourquoi avoir emprunté ce chemin-là pour présenter ce personnage dans le podcast ? Alors, parce que les bonbons Haribo pour Axel Voss, c'est vraiment constitutif du personnage, c'est-à-dire qu'il en distribue vraiment à tout le monde dans les couloirs. Et ça explique énormément de sa façon de penser. C'est un des personnages donc, qui, dans le film, est un antagoniste et qui, du coup, a une place un peu moins importante dans le film, parce qu'il faut vraiment... le film prend le temps de creuser les personnages femmes principales. Et du coup, dans le podcast, je me suis dit, c'est l'occasion de creuser davantage ce personnage-là, qui est vraiment passionnant, parce qu'il se trouve au cœur d'un énorme dilemme avec son propre parti. Voilà, il se veut un peu cet intermédiaire entre, d'un côté, les bons défenseurs de la loi sur le devoir de vigilance, et de l'autre, ces entreprises qu'il considère lui-même comme sa propre clientèle. Il utilise le terme. J'aimerais qu'on parle un peu du titre. Pourquoi avoir choisi le compromis et pas un titre qui est plus directement en rapport avec l'Union européenne ? Ça nous a semblé comme une évidence dès le départ, en fait. Le titre existait déjà à l'état du pitch, parce que c'est la seule chose dont ils parlent tout le temps. C'est vraiment leur obsession. Ensuite, c'est quelque chose de très intéressant quand on est français, quand on est habitué à la culture des antagonismes et à la culture de la confrontation. Le compromis, c'est la règle de base du fonctionnement des institutions politiques en Europe. Et donc, c'est une vraie culture, une culture totalement différente. C'est-à-dire qu'en France, on dirait, oui, c'est de la compromission. En Europe, un compromis, ça n'a absolument rien de mal. Et
Un des premiers sous-titres du film, c'était dans les coulisses de l'Europe. Mais bon, il paraît que quand on met le mot Europe dans un titre, ça fait fuir les gens. Donc voilà, on s'est dit que c'était pas mal finalement de mettre l'accent sur cet aspect universel. Merci beaucoup Yann Olivier. Merci. Pour écouter Le Compromis, qui propose une plongée assez inédite dans les coulisses du Parlement européen, ça se passe sur Slate Audio ou sur votre plateforme d'écoute habituelle. La version film s'appelle Le Compromis dans les coulisses du pouvoir et elle est disponible en replay sur arte.tv. Je vous invite à le regarder ou à écouter le podcast avant le 9 juin, date de l'élection européenne en France. Peut-être qu'ils vous donneront envie d'aller voter, en tout cas je l'espère. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sans Algo. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous, laissez-nous des étoiles et des commentaires sur votre plateforme d'écoute et surtout dites-nous si vous avez aimé cette recommandation d'écoute. Si vous cherchez d'autres podcasts à écouter, vous pouvez aussi vous inscrire à notre nouvelle newsletter bimensuelle, Podcast et Culture, également intitulée Sans Algo, que vous pouvez retrouver sur Kessel et sur Slate.fr. Je vous mets évidemment le lien pour vous inscrire à la newsletter dans la description de cet épisode. Côté podcast, je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode de Sans Algo Made in Marseille. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slate Podcast sous la direction de Christophe Caron. La production éditoriale est assurée par Nina Pareja et le montage par Marius Sor.